Nous allons entamer une série de vidéos sur les sémaphores. Alors, dans cette première vidéo, on se contentera d'introduire qu'est-ce que c'est un sémaphore et faire quelques petites manipulations. Alors, c'est quoi un sémaphore? Rappelons-nous le problème du train. On peut le résumer comme un bol. Et à ce bol, on associe deux actions. Mettre un caillou dans le bol, V de bol. Retirer un caillou du bol, P de bol. Par contre, s'il est vide, il y a obligation d'attendre. Grâce à cette notion des sémaphores, on peut résoudre facilement le problème des trains. Ce qu'il suffit de faire, c'est au départ avoir un bol qui contient juste un caillou. Et le protocole d'entrée dans le col consiste à faire P de bol suivi de V de bol. Grâce à cette technique, on peut garantir que un seul train puisse rentrer dans le col à la fois, ce qui évite toute collision des trains. Le sémaphore dans un système fonctionne exactement de la même façon. Donc, on peut résumer un sémaphore on peut voir un sémaphore comme un entier. V de SEM consiste à incrémenter la valeur du sémaphore. P de SEM, c'est tant que la valeur est égale à 0, on doit attendre. Et une fois que cette valeur-là devient différente de 0, il suffit de décrémenter. Bon, en réalité, la mise en œuvre d'un sémaphore dans les systèmes est légèrement plus complexe. À un sémaphore, on associe bien un entier, ainsi qu'une file, et cette file va donner la liste des processus qui sont en attente du sémaphore. V2SEM peut être exécuté par le système. Bon, cet algorithme ne fonctionnera que pour les machines monoprocesseurs. Pendant qu'on fait V2SEM, on va masquer dans un premier temps les interruptions et à la fin, il suffira de démasquer les interruptions pour laisser les autres processus s'exécuter. Donc on va tester d'abord, voir si la file est vide. Si la file est vide, on se contente d'incrémenter la valeur du sémaphore. Par contre, si elle n'est pas vide, on va permettre à un autre processus de se réveiller, ce qui va lui permettre de terminer l'exécution de son P. Pour l'instruction P, la technique est similaire. Au départ, on masque les interruptions, puis à la fin, on démasque les interruptions, ce qui permet de faire en sorte que les instructions entre masquer et démasquer soient faites de manière non interruptible. Et là, on va tester est-ce que la valeur est supérieure à 0. Si c'est le cas, on se contente de décrémenter. Sinon, on met le processus en attente et on laisse le processus s'endormir. Dans les cas des machines multiprocesseurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu plus complexe. Revenons sur notre problème des trains, qu'on peut résumer sous la forme du Hello World des sémaphores. Donc on a un sémaphore qui s'appelle mutex, qu'on initialise à 1, et celui-ci va permettre de garantir que deux processus puissent rentrer en section critique seul, ce qui est représenté la section critique par enfin seul. Ce programme fonctionne aussi, quel que soit le nombre de processus, que j'en ai 2, 3 ou n. Un seul sémaphore suffit pour résoudre le problème des sémaphores avec un nombre indéterminé de processus. Alors regardons bien ce programme. Imaginons que j'initialise la valeur du sémaphore à une autre valeur, grand N. Ce que va faire les différents programmes, c'est que ça va garantir que au plus grand N processus peut rentrer, disons, en enfin seul. Ce qui permet d'avoir un point de vue un peu plus général de ce que fait ces programmes. Or, une petite recette, à chaque fois que vous allez, avec des processus, utiliser des variables partagées, à chaque fois que vous y accédez, c'est important de les faire en section critique. Sinon, il y a un risque de bug, même s'il est improbable. L'exemple classique, c'est j'ai une variable partagée qui s'appelle x, je l'initialise à 0, et si les deux processus veulent incrémenter la valeur de x,
il est possible que cette valeur, après l'exécution des processus, ne soit incrémentée que d'une. Tout simplement parce que en plein milieu de l'instruction d'incrémentation, on passe d'un processus à l'autre pour exécuter l'instruction. Pour éviter le bug, il suffit d'encadrer l'incrémentation par un P, un V d'un sémaphore. L'autre point important avec les sémaphores, c'est le risque de blocage des processus. L'exemple classique utilise deux sémaphores, SEM0, SEM1. Vous avez un premier processus que j'ai appelé P0 qui fait un P de SEM0 suivi un peu plus loin de P de SEM1. Et vous avez un deuxième processus qui fait P de SEM1 suivi de P de SEM0. On obtient un blocage à partir du moment où le premier processus fait juste P de SEM0 et le deuxième fait P de SEM1. Ainsi, les deux processus vont ne pas pouvoir exécuter la deuxième instruction P. Donc, un des problèmes de l'utilisation des sémaphores, c'est à l'utilisateur de garantir le non-blocage. Or, en Java, donc je vais vous donner un petit exemple comment on utilise les sémaphores. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est un petit programme qui est l'équivalent du Hello World avec des sémaphores. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est des instructions liées aux sémaphores. Donc les sémaphores sont définis dans Java dans concurrence.sémaphore. Pour déclarer un sémaphore, c'est relativement simple. Il suffit de faire new sémaphore et vous donner la valeur initiale, donc ici 1. Les instructions P et V sont données par les méthodes hackerhide et release. Donc pour tester ces sémaphores, j'ai besoin de processus. Les processus en Java, ce sont des threads. Donc là, j'ai défini une classe proc qui étend la thread. Et ce qui me suffit, c'est définir une méthode run. Or, dans le run, qu'est-ce que vous voyez c'est l'équivalent du hello world. C'est-à-dire que je fais un P de mutex. Bon, là, je fais un petit affichage pour montrer qu'on a exécuté le P de mutex. J'endors le processus 100 millisecondes. Je refais un petit affichage, là enfin seul. Je l'endors un petit peu. Je fais un petit affichage et je fais V de mutex. Donc ça donne l'exemple de l'exécution d'un processus. Et puis, dans le programme principal, il me suffit de créer un certain nombre de processus. Ici, j'en ai créé 4. Et puis, je lance leur exécution. Donc, je vais vous donner une petite démonstration. On se retrouve avec notre programme Java. Donc, avec sa classe exclusion, on retrouve la définition des sémaphores. Donc, le sémaphore mutex qui est initialisé à 1. La définition d'un processus avec son code qui est ici. Et enfin, le programme principal, qui va simplement se contenter de lancer l'exécution de deux processus. Ici, la création, et là, le lancement de l'exécution. Donc, si je regarde le code, donc le code d'un processus consiste à faire P et terminer avec V. Puis, à l'intérieur, on retrouve un petit peu d'affichage et quelques slips de 100 millisecondes. Or, bon, le catch est dû à l'utilisation de la méthode sleep. Donc, ce que je vais faire, c'est avant recompiler mon programme, et puis je vais lancer son exécution. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque à l'exécution? Donc, je vais agrandir l'exécution. Entre les marques P0,
les deux marques P0, on retrouve enfin seul, et les deux marques P1, on retrouve enfin seul. Ce qui montre que le processus P0 s'est exécuté ici avec une partie en section critique, puis c'est P1 qui s'est exécuté en section critique. Alors, imaginons que je n'utilise pas les instructions mutex. Puis on va comparer. Donc, je recompile mon programme et je relance l'exécution. Et là, on constate que les exécutions des deux processus sont entrelacées et on retrouve enfin seul. Alors, ce qui permet vraiment de provoquer l'erreur, entre autres, c'est le fait d'avoir ajouté des slips de 100 millisecondes, ce qui oblige d'une certaine manière les processus à s'exécuter réellement en parallèle. Donc je reviens sur mon programme initial, et donc on va constater, bon je vais mettre ici par exemple 5 processus, si je recompile, que je relance l'exécution, qu'est-ce que je constate? De la même façon que tout à l'heure, c'est que les processus s'exécutent bien en fin seul, c'est-à-dire en section critique. Si je relance l'exécution, donc au début, vous voyez, on a commencé par P1, P4. Si je relance l'exécution, voilà. Ce qu'on constate, c'est que l'ordre des exécutions, en fait, n'est pas le même. Donc il y a d'une certaine manière un indéterminisme qui existe. Donc ce qu'on va maintenant vérifier en modifiant légèrement ce programme-là, on va considérer une variable entière que je vais appeler x, que je vais initialiser à 0, et puis on va constater le bug du x++. Alors pour vraiment le constater, ce que je vais introduire, c'est au niveau du processus, je lui vais introduire une nouvelle variable que je vais appeler y. Bon, je lui donne une valeur initiale, mais peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est simplement ranger la valeur de x pour faire x++. On va ranger la valeur de x dans la variable y. On va mettre un slip. On va incrémenter la valeur de y. On va mettre un slip. Donc, on va rajouter le slip. Et puis, pour terminer, cette valeur de y, on va la ranger dans x. Voilà. Puis bon, là, j'avais effacé quelques lignes. Or, je n'ai pas envie de mettre d'affichage, donc je les supprime. Par contre, j'ai bien besoin du catch pour capter l'interruption dans le cas du slip. Alors, si j'écris ce programme de cette manière-là, normalement, qu'est-ce que fait le processus? Il récupère la valeur de x, et puis il incrémente, et puis voilà, et puis il redonne la nouvelle valeur à x. Donc là, je l'ai fait en section critique. Dans mon programme principal, donc je vais le reprendre juste avec deux processus. Et à la fin, je vais me contenter d'un affichage de la valeur de x. Voilà. Donc comme j'ai encadré la modification de x en utilisant un sémaphore mutex, normalement, à la fin de l'exécution, je devrais avoir comme valeur 2. Voilà, donc je recompile. Voilà.
Ah, une petite erreur. Mhm. Ah, donc là, petite erreur, il fallait que je définisse la variable en statique. Voilà, donc il n'y a plus de problème. Je lance l'exécution. Qu'est-ce que je m'aperçois, hein? C'est qu'à la fin de l'exécution, la valeur vaut 0. Alors en soi, rien de surprenant, hein. Ici, je lance l'exécution des processus et j'affiche tout de suite X. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est que l'affichage de X se fait en parallèle de l'exécution des processus. Il n'y a aucune raison que les processus aient terminé avant l'affichage de X. Si je veux que mon exécution soit correcte, il faut que les deux processus se terminent avant l'affichage de X. Alors pour ça, il y a une petite astuce, hein. On peut utiliser un sémaphore. Alors le sémaphore, je vais définir un sémaphore. Hein, je l'appelle vas-y. Hein, que j'initialise ce coup-ci à 0. Et donc à la fin de l'exécution d'un processus, je vais faire un V de vas-y. Donc la conséquence, hein, c'est que ça va incrémenter la valeur du sémaphore une fois que c'est exécuté. Et là, il me suffira d'attendre. Alors, je vais un petit peu feignant. Voilà. Voilà, donc il me suffira. Voilà, hop. Donc je termine. Donc je vais lancer ici l'instruction P1 de vas-y autant de fois que j'aurai lancé des processus. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire, hein? C'est que pour que le programme principal puisse terminer, il faudra que les deux processus aient incrémenté la valeur de vas-y au moins une fois, au total 2 fois. Donc maintenant, si je recompile mon programme, voilà, donc ça compile bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Finalement, les instructions Akraï soient en mode gestion des exceptions. Hein. Donc là, ce qu'on retrouve, ce qui est important, c'est que là, chacun des processus doit faire un V, et que pour le processus termine, ce qu'on lui réclame, c'est faire 2 fois P. Donc là, si je lance l'exécution, je l'avais juste compilé avant, donc on voit qu'on obtient 2. Donc maintenant, si j'augmente le nombre de processus, par exemple, j'en mets 5. Donc là, il ne faut pas que j'oublie aussi de modifier la valeur du nombre de processus, que je recompile. Normalement, il ne devra pas avoir de difficulté. Et on devrait retrouver 5. Par contre, si je mets en commentaire l'utilisation de mutex, très probablement, je devrais obtenir une erreur complètement erronée. Ici, j'obtiens 1. Si je relance, j'obtiendrai ici, a priori, toujours 1, à cause des temps d'attente.
Si par contre je mets des slips un peu plus petits, peut-être que j'obtiendrai des valeurs un petit peu plus différentes. Donc là, je relance. Voilà. Bon, bah, j'obtiens toujours 1. Ça tient au fait qu'ils s'exécutent tous réellement en parallèle. Voilà. Et donc, globalement, bah, on obtient une valeur non attendue. Donc dans ces expérimentations, je ne vous donne pas tout, hein, donc faites la petite expérimentation dans laquelle les deux processus se bloquent l'un l'autre, hein, un processus avec deux sémaphores, hein, un qui demande SEM0 puis SEM1 en premier, puis le contraire, puis vous constaterez le blocage. Et donc pour ça, n'oubliez pas d'introduire des slips. Donc voilà pour la démo. Alors, comment travailler le cours que je vous ai présenté? La première chose, c'est refaire les expérimentations que j'ai données en Java, et puis trouver des solutions aux deux exercices à suivre. Et tester vos solutions en Java pour vérifier que vos solutions sont correctes. Le premier exercice, je considère un petit ensemble de processus, ici P0, P1, P2, P3, P4 et P5, avec des contraintes de séquencement. Donc là, il s'agit d'écrire les programmes pour chacun des processus, à P0 à P5, de manière à ce qu'ils respectent les contraintes de précédence qui sont données par le graphe. Et en même temps, tester votre solution en Java. Donc il suffit que, au moment où vous exécutez P0, vous marquez le fait qu'il y a un début d'exécution, puis une fin d'exécution. Et une autre chose qui est importante, c'est rajouter des slips pour tester est-ce qu'il y a des bugs ou non. Le deuxième exercice, c'est un problème de lecteur et d'écrivain. Donc je considère un ensemble de lecteurs et puis d'écrivains. Et puis ces processus, ils veulent accéder à un document. Alors, il y a une contrainte d'intégrité, c'est s'il y a un écrivain qui accède au document, dans ce cas-là, il ne faut pas que d'autres écrivains qui accèdent au document ou de lecteurs. De manière plus générale, il faut qu'il n'y ait aucun processus qui y accède. Alors, on accepte le fait aussi qu'il y ait plusieurs lecteurs qui accèdent en même temps. Alors, pour ce problème-là, je vous propose de simplifier le problème avec une contrainte, c'est que le nombre de lecteurs est limité à une constante n. Voilà. Donc, il s'agit d'écrire un programme pour les lecteurs et les écrivains. Alors, je vous donne une petite indication, c'est que un sémaphore est suffisant pour résoudre ce problème. Et puis d'autre part, testez votre solution en Java. Voilà, merci de votre attention. À bientôt.